Je suis très heureux d'accueillir cet après-midi l'association des Bretonnes, des Amis de Louis Aragon et des Saint-Trigolais. C'est à leur initiative que cette lecture a lieu. Alors, ce devait être une lecture avec quelques chants de Louis Aragon. Malheureusement, Claude Couam, qui devait chanter, a quelques soucis de santé, donc malheureusement il est venu chez nous en convalescence. Mais ce n'est pas la maladie dont tout le monde parle. Donc, rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Vous partirez sain et sauf. Et en tout cas, nos amis et les amis de Louis Aragon ont pallié cette absence et vous ont préparé concocté aussi quelques chants au-delà des lectures. Donc, je n'ai aucun doute quant à la qualité de ce qui vous est proposé cet après-midi. Et puis, je suis très heureux parce que je vois que vous êtes nombreux. Donc, ça veut dire que cette proposition était une bonne proposition et que tout va super bien se passer. Donc, voilà, je n'en dis pas plus parce que le plaisir cet après-midi, c'est la poésie. Et dans cet esprit-là, samedi prochain, il y aura Daniel Kay qui viendra également dire des poèmes, ses poèmes, puisqu'il vient de sortir un recueil récent aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Donc, Daniel Kay est morlaisien, il vit dans la région du Morlaix, mais c'est un auteur reconnu bien au-delà des frontières du Finistère, puisqu'il est édité dans la Blanche. Au même titre d'ailleurs que Louis Aragon. Donc peut-être que dans 50 ans, on chantera Daniel Kay. Et on sera tous là pour l'écouter. Merci, je vous passe la parole. À bientôt. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivre. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait d'épaule et de pôle, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, florissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivre. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par ma fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune, elle était blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivre.
qu'il est d'autres soldats en ville et la nuit montent les civils, remets de rimel à tes cils, là, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plonge à son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leur baiser au loin les suivent, comme des soleils révolus? Pour les Français qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ma patrie est comme une barque qu'abandonnèrent ses râleurs. Et je ressemble à ce monarque plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Vivre n'est plus qu'un stratagème. Devant ces mal sécher les pleurs. Il faut haïr tout ce que j'aime, ce que je n'ai plus, donnez-leur. Je reste roi de mes douleurs. Le cœur peut s'arrêter de battre. Le sang peut couler sans chaleur. 2 et 2 ne fassent plus 4 au pigeon vol des voleurs. Je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meure ou renaisse, le ciel a perdu ses couleurs. Tendre Paris de ma jeunesse. Adieu, printemps bouquet aux fleurs. Je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines, taisez-vous, oiseaux querelleurs, vos chants sont mis en quarantaine, c'est le règne de l'oiseleur. Je reste roi de mes douleurs. Il est un temps pour la souffrance, quand Jeanne vint à vos couleurs. Ah, coupez en morceaux la France, le jour avait cette couleur. Je reste roi de mes douleurs. Richard II 40, le titre du poème que vous venez d'entendre, fut diffusé sur Radio Londres en février 1941. Louis Aragon l'avait écrit 5 mois auparavant. Le thème de ce printemps des poètes étant le courage, il fallait effectivement un sacré courage pour écrire en ces temps-là où la censure faisait rage, sous la houlette de l'occupant, et de Français bien dévoués à la cause de la collaboration. Du courage, Louis Aragon en avait jamais manqué. Il s'était déjà illustré par sa bravoure sur les champs de bataille de la guerre 14-18, ce qui lui vaudra d'être cité à l'ordre de l'armée et recevoir la croix de guerre. Pour mieux comprendre les circonstances qui ont inspiré ces écrits à Louis Aragon, tout au long de la période de guerre 39-45, il nous a paru préférable de nous en tenir à l'ordre chronologique. Retour donc aux prémices. Et le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Le lendemain 2 septembre, Louis Aragon est mobilisé en tant que médecin auxiliaire près de Coulommiers. Et le lendemain 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Un mois plus tard, Aragon est affecté en Seine-et-Marne à 60 km de Paris, puis il va se retrouver chef brancardier au nord de Reims, puis plus près de la frontière belge, le 6 février 1940. 2 mois plus tard, Hitler envahit le Danemark et la Norvège. Le mois suivant, c'est au tour de la Hollande et de la Belgique. Et Aragon,
cantonné non loin de la frontière belge, est contraint de battre en retraite avec son unité, abandonnant par force leur véhicule et poursuivant à pied jusqu'à se retrouver à Dunkerque le 29 mai 1940. Il se retrouve dans l'encerclement mené par les Allemands les 29, 30 et 31 mai, 3 jours d'horreur qu'il relatera plus tard dans son ouvrage intitulé « Les communistes ». Dunkerque ensanglantée, d'où il partira parmi les derniers, le 1er juin, pour gagner l'Angleterre, mais repartir 3 jours plus tard pour Brest, afin de participer le surlendemain à la bataille de la Seine, près d'Évreux. Pour toutes ces actions de mai à juin 40, il recevra la médaille militaire, sera à nouveau cité à l'ordre de l'armée et se verra décerner la croix de guerre, citée en ces termes, Aragon Louis, médecin, d'un courage et d'un dévouement absolu, abnégation la plus complète, toujours volontaire, a sauvé la vie de plusieurs soldats, est allé dans les lignes ennemies pour rechercher des blessés 19 fois. Le 14 juin 1940, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Alors que l'avant-veille, 12 juin, Paris a été décrété ville ouverte. 2 jours plus tard, Pétain remplace Paul Reynaud à la présidence du Conseil. C'est alors que le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel depuis Londres. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. Le lendemain de ce 18 juin 40, Aragon et son unité, contraints au repli, traversent la Loire près d'Angers, au pont de C. Voici 2 poèmes qui veulent rendre compte, l'un de la bataille de Dunkerque, avant et après, l'autre de la traversée des ponts de C. Ô mois des floraisons, mois des métamorphoses, mai qui fut sans nuage et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans cette île a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles. Le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmin le baiser. Et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles, entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles des siècles disparus, ni le trouble des soirs, les nuits du silence, les roses, tout le long du chemin parcouru. Le démenti des fleurs au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, au pitoyable accoutrement des faux campeurs. Et je ne sais pourquoi, ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, un général de noir ramage, une villa normande au bord de la forêt. Tout se tait. Les nuits dans l'ombre se reposent. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu. Je n'oublierai jamais les lilas, ni les roses, et ni les 2 amours que nous avons perdus. Bouquet du premier jour, lilas. Lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les jours. Et vous, bouquet de la retraite, rose tendre, couleur de l'incendie au loin, rose d'ange. J'ai traversé les ponts de C. C'est là que tout a commencé.
Une chanson des temps passés parle d'un chevalier blessé, d'une rose sur la chaussée et d'un corsage délacé, d'un château d'un duc insensé et des cygnes dans les fossés, de la prairie où vient danser une éternelle fiancée. Et j'ai bu comme un lait glacé, le long lait des buoirs fossés. La Loire emporte mes pensées avec les voitures versées et les armes désamorcées et les larmes mal effacées. Oh ma France, oh ma délaissée, j'ai traversé les ponts de C. Entre ces deux poèmes, l'écriture a changé. Alors que le premier, qui a pour titre Les lilas et les roses, a pu être publié officiellement et fait partie du recueil de poèmes Le Crève-Cœur, la censure est intervenue avant que Louis Aragon n'écrive le deuxième, qui s'intitule C. On aura remarqué toutes les rimes en C. Poème qu'il a écrit ultérieurement à la traversée de la Loire. Pour contourner la censure, qui le mentionne comme auteur interdit, il décide d'utiliser un langage crypté. Le 10 juillet 1940, le premier appel à la résistance est lancé par Pierre Ségers. Le lendemain 11 juillet, on est sommé de ne plus parler de République française. C'est un mot désormais jeté à la voirie, contrairement à un autre mot élevé au pavois, celui d'État français, dont Pétain est le chef. La censure se met alors en place. Des listes d'auteurs interdits, dont Louis Aragon, sont publiées. Des livres vont être saisis à 2 reprises. Le 27 août, ce sont 20 000 livres qui seront saisis dans les librairies. Le 27 août, ce seront 713 382 livres. Le 21 septembre 1940. Et c'est justement ce même 21 septembre 40 qu'Aragon écrit Richard II 40, le premier poème que nous avons entendu, et que la BBC à Londres diffusera 5 mois plus tard de façon régulière. C'est à cette même période de l'automne 40 que le couple Aragon, Elsa Triolet, a la possibilité de quitter la France. Ils reçoivent différentes propositions pour émigrer aux États-Unis, assorties de propositions de travail dans la presse de ce pays. Offre qu'ils déclinent, décidant de rester en France. Et, pour les citer, nous regardons l'émigration comme de la désertion. Le 24 octobre 1940, Pétain serre la main à Hitler et déclare, 6 jours plus tard, « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». 2 mois et demi plus tard, le 15 décembre, paraît le premier journal clandestin, Résister. Elsa Triolet écrira plus tard, à propos de la littérature de la Résistance, la littérature de la Résistance aura été une littérature dictée par l'obsession et non par une décision froide. Elle était le contraire de ce que l'on décrit d'habitude par le terme d'engagement. Elle était la libre et difficile expression d'un seul et unique souci, se libérer d'un intolérable état de choses. Au printemps 41, Aragon décrit l'époque qu'il traverse dans 2 drôles de poèmes, bien sûr en langage crypté. L'un sous couvert d'un hommage à Paul Verlaine, Les Fêtes galantes, l'autre sous couvert d'une folie intitulée Les Folies giboulées, dans une écriture légère, et c'est tout en ironie qu'Aragon brave la censure. On voit des marquis sur des bicyclettes, on voit des marlous en cheval jupon, on voit des morveux avec des voilettes, on voit les pompiers brûler les pompons, on voit des mots jetés à la voirie,
On voit des mots élevés au pavois, on voit les pieds des enfants de Marie, on voit le dos des diseuses à voix, on voit des voitures à gazogène, on voit aussi des voitures à bras, on voit des lascars que les longs nez gênent, on voit des goyons à 18 carats. On voit ici ce que l'on voit ailleurs, on voit des demoiselles, des voyous, on voit des voyous, on voit sous les ponts passer des noyés, on voit chômer les marchands de chaussures, on voit mourir d'ennui les mireurs d'eau. On voit péricliter des valeurs sûres et fuir la vie à la 6-4-2. Diable de temps qui fait ce qui lui plaît. Annie s'étend, se croit au Châtelet et prend la promenade des Anglais pour une chausse trappe. On y rencontre un étrange charroi, des gens cousus d'or qui tremblent de froid, et des gens tout nus qui cherchent un roi, des filles et des frappes, têtes d'oiseaux qui tournent à tout vent, prêtes à tout faire, à tout cœur je vends, misez sur la noire, rentrez au couvent, si ce n'est au théâtre, rien ne se dit qui n'ait l'air d'un écho. La mère a pris un verre de haricots. Voilà qu'il repleut sur le Negresco, plus blême que le plâtre. Diable de temps, qui ne sait ce qu'il veut. Mars se mouchait, qui se sentait morveux, pas plus tôt plus que le ciel se fait bleu, comme un billet de 1000. Cette ombre neuve, attachée à tes pas, qu'en as-tu fait qu'on ne la trouve pas? Tu l'as vraiment vendue à un prix trop bas, pauvre Peter Schlemihl. Tu cherches partout une ombre d'emprunt, exilée des murs et du sol comme un symbole ambulant de 41, tirant la queue au diable. Diable de temps. Qui met sa montre au clou, sa femme ailleurs, et n'en est pas jaloux. Et qui prétend qu'il n'a pas peur du loup, tant le loup est aimable. Diable de temps. Pas de bonheur sans bon. On a des chapeaux, comme des bonbons. En fait de bouquet, on offre un jambon. La consigne est d'en rire. Diable de temps. Ce qu'on disait amis sont ennemis. Avant qu'on soit remis, le noir est blanc, le défendu permis, le meilleur est le pire. Le 22 juin 1941, Hitler envahit l'URSS. À cette même époque, les Aragon essayent de revenir à Paris et sont faits prisonniers alors qu'ils remontent de la zone libre pour gagner la capitale. Ils sont capturés sous leur vrai nom et vont être emprisonnés à Tours pendant environ 3 semaines. Ils ne seront heureusement pas inquiétés, car à cette époque, Elsa n'est pas encore recherchée comme juive, ni Louis en tant que communiste. Ils seront donc relâchés et refoulés vers là où ils désiraient aller. C'est en prison à Tours qu'Aragon écrit Richard Cœur de Lion, où il fait allusion à Blondel de Nesle, trouvère, qui s'en alla de château en château à travers l'Allemagne à la recherche de son roi, chantant une chanson que lui et Richard Cœur de Lion étaient seuls à connaître pour l'avoir composée ensemble. Chanson qui permet d'identifier le lieu de capture du roi Richard, qui retrouvera du coup sa liberté, dit la légende. Si l'univers ressemble à la caserne à Tours en France où nous sommes reclus, si l'étranger sillonne nos luzernes, si le jour aujourd'hui n'en finit plus, faut-il garder le compte de chaque heure, haïr, moi qui n'avais jamais haï. On n'est plus chez soi,
même dans son cœur. Oh mon pays, est-ce bien mon pays? Je ne dois pas regarder l'hirondelle qui parle au ciel un langage interdit, ni s'en aller le nuage infidèle, ce vieux passeur des rêves de jadis. Je ne dois pas dire ce que je pense, ni murmurer cet air que j'aime tant. Il faut redouter même le silence et le soleil, comme le mauvais temps. Ils sont la force. Et nous sommes le nombre. Vous qui souffrez, nous nous reconnaissons. On aura beau rendre la nuit plus sombre, un prisonnier peut faire une chanson pure comme l'eau fraîche, blanche à la façon du pain d'autrefois, sachant monter au-dessus de la crèche, si bien, si haut que les bergers la voient, tous les bergers, les marins et les mages, les charretiers, les savants, les bouchers, les jongleurs de mots, les faiseurs d'images, et le troupeau des femmes au marché, les gens du négoce et ceux du trafic, ceux qui font l'acier, ceux qui font le drap, les grimpeurs de poteaux télégraphiques et les mineurs noirs, chacun l'entendra. Tous les Français ressemblent à Blondel, quel que soit le nom dont nous l'appelions. La liberté, comme un bruissement d'ailes, répond au chant de Richard Cœur de Lion. C'est là que se précise l'idée de chanson, de poème destiné à rallier le peuple français, à l'exhorter à résister face à l'ennemi, tous ensemble, en dépassant les clivages. Aragon étant un des rares à avoir le courage d'écrire, en rage de la tiédeur de nombre de ses contemporains, qui manie, pour reprendre ces termes, un langage d'ombre, langage obscur comme des rébus. Ces poètes d'aujourd'hui qui, ayant peur de se mouiller, traversent cette guerre à gué en préférant se laver tranquillement les mains de tout ce qui arrive dans des salles de bain pour les gens distingués. Ces mêmes poètes qui, lors de la guerre 14-18, ont regardé le firmament s'écrouler sans s'en émouvoir et sans que cela leur casse les reins. Alors, au mois d'août 1941, Louis Aragon a l'idée de convoquer Victor Hugo, disparu 50 années plus tôt, afin de secouer les puces de tous ces moutons de bergerie avec leurs orteils délicats qui ne savent que marcher en suivant l'air du temps, faisant le pied de grue en attendant que ça passe, soufflant de l'air stérilisé dans leurs flutiaux et sirotant du lait de coco. Alors le vieil Hugo, sur sa place publique, de son rocher de bronze entouré d'ailes d'or, cria. C'était l'été sans doute, qu'on m'explique pain d'épices truffé de morceaux d'angélique, en plein midi, pourquoi la capitale dort. Ordon, le vieil Hugo criait. Tout ça, c'est louche. Avec tout de mon temps, on fabriquait des verres, du frein, du vin, du feu, du vent, la foudre ou des cartouches. Vous, qui vous bâtissez un monde dans la bouche, poète d'aujourd'hui, qu'avez-vous découvert? Je n'aime pas ce musical des âmes nobles. Moi qui rendis la pompe et le casque aux pompiers. Moi qui, toute ma vie, ai fait dans mes vignobles, aux mots choisis, une conduite de Grenoble. Je déteste les dieux qui n'ont pas mal aux pieds. Vos poèmes, jamais n'ont de trous aux chaussettes. Et le lait de coco dont vos cœurs sont grisés se boit à petits coups le soir, de 5 à 7. Et vous en arrosez pissette, vos banquets sans mazout, d'une eau stérilisée. Votre langage d'ombre installe au bout du compte une salle de bain pour les gens distingués. Vos phrases de réveil
histoire de Vicomte, qu'on se compte, sente, aux rencontres d'archontes. Vous traversez la vie et cette guerre. Vous croyez-vous au temps du style Myosotis? Faites-vous des vitrines pour les galeries? Il vous aurait fallu que je puisse descendre, et parmi vous, avec des pas d'airain, marcher sur vos orteils délicats, vos rébus. Qui donc, autre que moi, vous secourait les puces? Le firmament croula sans vous casser les reins. Ah, je vois bien, Goliath. Mais où diable est David? Josué, mon ami, c'est ici, Jéricho. Il ne m'écoute pas, amoureux d'un beau vide. Non, votre azur n'est pas le mien, nouveaux Ovides. Ce n'est qu'un ciel de lit qu'on repeint au duco. Enfant de Marie, à la fin, ça fait tarte. Ne craignez pas toujours d'être de mauvais goût. Sans Tarasque ou marché qu'aurait fait Sainte Marthe. Comment sont les water dans vos châteaux de cartes? Pour comprendre Paris, visitez ses égouts. Nos ancêtres croyaient mourir les jours les plus. Vous vous contentez de faire le gros doux, rassuré par l'éclat de vos lampes Philips. Au nom de Dieu! Pardon, Seigneur. L'Apocalypse, vous la regarderiez de votre beau window. Il suffit d'un Sedan pour le Second Empire, ah, mais pas pour vous, qu'on voit le papillon chassant. Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour que ça vous inspire? Bon, la prochaine fois, messieurs, on fera pire. Vous parlez de guimauve à la place de sang. Autrefois, quand je suis revenue de Bruxelles, c'était comme aujourd'hui sur elle, la curée entre les mains des docteurs. Tant pis d'alors, celle dont on voyait le cœur par la plaie à l'aisselle. Je l'ai trouvée à terre, exsangue et déchirée. Il fallait qu'une voix s'éleva, qui fut forte assez pour que d'un siècle encore on l'entendit hurler. Ce n'est pas vrai, la France n'est pas morte, que votre corbillard croque-mort vous emporte et dimanche rira qui maudit vendredi. Qui donc, ô jeunes gens, criera dans la défaite, debout sur les remparts en képi de Maublot? Qui saura, comme moi, puisque vous ne le faites, détourner le tonnerre et jeter aux tempêtes le cantique d'espoir qui répond aux sanglots? Allez-vous à la fin sortir de l'indolence? Leur flutiose à la main, faisant le pied brû, la narine bouchée à toute pestilence, il se taisait. Alors Hugo, dans ce silence, descendit de son socle et marcha dans la rue. À la suite de cette invitation à écrire, plutôt entendue comme une provocation, l'écrivain Pierre Drieux-La Rochelle, ex-ami devenu ennemi, dénonce Louis Aragon en tant que communiste, et ce à 3 reprises en octobre 1941.
Il faut savoir que Drieux-La Rochelle a été nommé par les Allemands à la tête de la maison d'édition l'ANRF, la Nouvelle Revue Française, à la place de Jean Paulhan. Cette dénonciation revient à condamner Louis Aragon à mort s'il est capturé, puisque les décisions de Pétain datées du 15 août puis du 22 août 1941 décrètent la peine de mort pour toute activité liée au Parti communiste ainsi que pour les propagandistes marxistes, et c'est une loi ayant effet rétroactif. Aragon, qui avait écrit lors de ce dernier été 441 un long poème intitulé « Les lauriers sont coupés », va répondre à Drieux-La Rochelle, le remanier et lui donner pour titre « Plus belle que les larmes », sous-titré « Ode à la France ». J'empêche en respirant certaines gens de vivre. Je trouble leur sommeil d'on ne sait quel remords. Il paraît qu'en rimant, je débouche les cuivres et que ça fait un bruit à réveiller les morts. Ah. Si l'écho des chars dans mes vers vous dérange, s'il grince dans mes cieux d'étranges cris des cieux, c'est qu'à l'orgue, l'orage a détruit la voix d'ange et que je me souviens de Dunkerque, messieurs. C'est de très mauvais goût, j'en conviens, mais qu'y faire? Nous sommes quelques-uns de ce mauvais goût-là, qui gardons un reflet des flammes de l'enfer, que le pharaon du Nord à tout jamais sous là. Comme le carabin scrute le cœur qui l'ouvre, vous cherchez dans mes mots la paille de l'émoi. N'ai-je pas tout perdu? Le Pont-Neuf et le Louvre. Et ce n'est pas assez pour vous venger de moi. Vous pouvez condamner un poète au silence et faire d'un oiseau du ciel un galérien. Mais pour ce qui est, pour lui refuser le droit d'aimer la France, il vous faudrait savoir que vous n'y pouvez rien. La belle que voici, battant de porte en porte, apprendre si c'est moi qui t'avais oublié. Tes yeux ont la couleur des gerbes que tu portes. Le printemps d'autrefois fleurit ton tablier. Je ne sais plus vraiment où commencent les charmes. Il est des noms de chair, comme les endélis. L'image se renverse et nous montre ses larmes. Taisez-vous, taisez-vous. À Paris, mon Paris! Lui qui sait des chansons et qui fait des colères, qui n'a plus qu'au lavoir des drapeaux délavés, métropole pareille à l'étoile polaire, Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, Paris de nos malheurs, Paris du cours à la Reine, Paris des blancs manteaux, Paris de février, du faubourg Saint-Antoine au coteau de Suresnes, Paris plus déchirant qu'un cri de vitrier. L'orage qui sévit de Dunkerque à Port-Vendre couvrira-t-il toutes les voix que nous aimons? Nul ne pourrait chasser la légende et reprendre la Bauge de l'Ardenne aux 4 fils aimants. Nul ne pourrait de nous chasser ce chant de flûte qui s'élève de siècle en siècle à nos gosiers. Les lauriers sont coupés, mais il est d'autres luttes, compagnons de la marjolaine et des rosiers. Dans les feuilles, j'entends le galop d'une course. Arrête-toi, fileuse! Est-ce mon cœur trop plein? L'espoir parle à la nuit au langage des sources. Ou si c'est un cheval et si c'est du Guesclin, qu'importe que je meure avant que se dessine le visage sacré, s'il doit renaître un jour. Dansons, ô mon enfant, dansons la capucine. Ma patrie est la faim, la misère et l'amour. C'est toujours un langage crypté que l'on retrouve dans Brocéliande. 6 poèmes conçus comme une grande épopée chevaleresque rappellent des chevaliers de la table ronde dans la forêt de Brocéliande. Poème écrit lors de l'été torride de 1942,
qui est aussi l'été de la rafle du Veldiv. Cet immense appel à la résistance et au patriotisme va avoir un écho retentissant et une grande influence. Pour citer Louis Aragon, alors nous chantions tout bas à notre manière. Les refrains murmurés se propagent fort bien. Vous savez quand, sur les trottoirs d'une grande ville, reprenant l'air entêtant qu'un passant sifflait, vous le transmettez sans vouloir à cet autre homme croisé qui plus loin s'en va et le porte. Notre chanson s'enflamme, reprise et multipliée. Quels échos infinis recèle un peuple, quel mystère! Notre chanson montait aux lèvres sans qu'on sût presque qu'on chantait. Mon pays devenait un grondement profond et sourd, comme la mer quand elle approche des falaises. Mon pays devenait le chant même du monde. Mon pays qui chantait abordait la lumière. Alors, la diane française sonna. L'édition de ce recueil de poèmes sort 6 mois plus tard, le 30 décembre 1942. Les tirés à 4000 exemplaires. Nombre de ces exemplaires seront lâchés par avion, en même temps que des poèmes de Paul Éluard en avril 1943. Louis Aragon, à propos des 6 poèmes de Brocéliande, qui doivent quand même tenir sur une 50aine de pages, a écrit « Brocéliande a encore bénéficié d'une incompréhensible indulgence. Grâce, je crois, à l'habileté d'Albert Béguin, qui était l'éditeur des Cahiers du Rhône. Les mythes remis sur pied ont force non seulement de faire rêver, mais de faire agir. Maintenant, dans ma forêt Brocéliande, coexiste le merveilleux païen, le merveilleux chrétien, le merveilleux antichrétien du Moyen-Âge avec ses racines celtes, et le merveilleux moderne des machines de la publicité. Pour reprendre Isidore Ducasse, le merveilleux doit être fait par tous, et non point par un seul. Brocéliande, si ces ramures ont dû pour mes yeux reverdir, c'est pour protéger d'une autre sorte d'asservissement la nation tout entière. Ce livre, que je croyais assez hermétique, connut une sorte de vogue que peu de livres ont eue. Il a été un bréviaire de cette chevalerie sans nom dont je parlais, et quand plus tard, la fiancée de Gilbert Dru, le jeune héros catholique de Lyon, vint me dire que lorsque Gilbert fut arrêté, il avait dans sa poche ce livre dont il ne se séparait jamais. J'ai été troublé de ce trouble de l'homme qui a touché sans le savoir à un des ressorts du monde et remis en marche les enchantements. Non, Brocéliande n'était pas obscur pour tout le monde, et ce poème d'un matérialiste pouvait se joindre à l'ardeur chrétienne d'un jeune Français inconnu. Voici les 2 premiers poèmes extraits de ce recueil, Brocéliande, écrit dans la chaleur suffocante de l'été 42. Rien ne finit jamais comme on voit dans les livres. Une mort, un bonheur, après quoi tout est dit. Le paladin jamais la belle ne délivre, et du dernier baiser renaît la tragédie. L'homme a le souffle court, et pour peu qu'on le berce, le dimanche l'endort, que c'est déjà lundi. La vie est une avoine, et le vent la traverse sans trouver jamais un accord résolu. Si l'histoire y poursuit comme les rimes tierces, l'irréversible amour des jours qui ne sont plus, tout semble suffisant à l'étrange commère pour enchaîner sur le beau temps quand il a plu, ou quand les amoureux enfin se désaimèrent aux doigts d'autres enfants pour repasser l'anneau, que pas un seul moment ne chôme les chimères. Elle transmet sans plus l'alphabet des signaux qui dictent à l'avenir une phrase secrète, comme au ciel sans savoir fait un vol de vanneaux. Un passant dans la rue, un autre qui l'arrête,
avec le geste appris que la coutume veut. Il touche son chapeau, montre sa cigarette. Le rite accompli s'éloigne avec le feu. Que savent-ils l'un de l'autre? Un souffle, une étincelle. L'homme change mais pas la flamme et pas le jeu. La légendaire nuit, ces étoiles, l'ocelle. Qui chantait l'air tantôt que vous fredonnerez? La fugue le reprend du bugle au violoncelle, et le monde est pareil à l'ancienne forêt. Cette tapisserie à verdure banale, où dorment la licorne et le chardonneret. Rien n'y palpite plus des vieilles saturnales, ni la mare de lune où les lutins dansaient. Inutile aujourd'hui de lire le journal, vous n'y trouverez pas les mystères français. La fée a fui au fond de la fontaine, et la fleur se fana, qui chut de son corset. Les velours ont cédé le pas aux tire-tènes. Le vin de violette est pour d'autres grisant. Les rêves de chez nous sont mis en quarantaine. Mais le bel autrefois habite le présent. Le chèvrefeuille naît du cœur des sépultures, et l'herbe se souvient au soir des vers luisants. Ma mémoire est un chant sans appoggiature, un manège qui tourne avec ses chevaliers, et le refrain qu'il moue vient du cycle d'Arthur. Les pétales du temps tombent sur les ralliers, de soudain, de ces bois écartant les ramures, sort le cerf que César orna de son collier. L'hermine s'y promène où la source murmure et s'arrête, écoutant des reines chuchoter aux genoux des géants que leurs grands yeux émurent. Chêne vert, souvenir des belles enchantées, brocéliande, abri célèbre des bouvreuils, c'est toi, forêt, plus belle qu'est ombre d'été, comme je ne sais où dit Arnaud de Mareuil. Broussailles imaginaires où l'homme s'égara, et la lumière est rousse où bondit l'écureuil. Brocéliande brune et blonde entre nos bras, brocéliande bleue où brille le nom celte et trace les sorciers leurs abracadabras. Brocéliande, ouvre tes branches et décèle tes ténèbres. Voici, dans leur peau de mouton, ceux qui viennent prier pour que les eaux ruissellent tous les ans à la fontaine de Bellenton. Que l'eau du ciel mette en déroute la poussière de nos cheveux et la sécheresse que broute un bétail brûlé. Que l'eau du ciel chasse l'angoisse qui ronge de ses charançons le grand cœur des blés. Que l'eau du ciel dise, que l'eau du ciel dise, je veux. Attendre, fait les gens nerveux. Le temps dure. Et la nuit jamais n'est assez obscure. Il revient l'aurore, l'horreur du grand jour. Le monde est un four où la pierre aspire au pas de la lune, où la pierre éclate aux genoux du soleil, où la pierre est comme un cœur dans la main terrible de l'enfant. Et qu'est-ce que je pourrais dire alors de mon malheureux cœur d'homme? Les temps sont durs. Quel Dieu prierai-je avec vous, suppliants en sueur sous vos chapeaux de feutre? Quel Dieu qui ne soit sourd, comme notre incrédulité séculaire? Qui sont les dieux qui gardent les écluses et qui font passer les péniches de la malchance à l'appel des bateliers? Ah, il fait une chaleur à crever depuis.
Je n'ose pas dire depuis combien de temps. Qui sont les dieux qui ouvrent les fenêtres et chassent la pestilence épouvantable de l'été, cette chambre de feu pleine de soldats et de bottes, écarter ces mèches de flammes qui retombent sans cesse sur mon front? Mais vous êtes couverts de laine, comme au gros de l'hiver. On dirait, tant vos yeux sont noirs, qu'ensuite un enterrement. Est-ce que vous n'entendez pas le bruit de crin que font les sauterelles? Des ossements futurs grincent dans les céréales. Je ne peux pas m'habituer à vivre à tu et à toi avec la mort, c'est l'enfer. À moins que vous ne me donniez un nuage. Dieu, démon, je ne sais qui. Tout bonnement. Comme vous et moi. Car un jour viendra bien qui pourrait être proche, où la pluie et le beau temps seront aux mains capricieuses du premier venu, homme. Homme, précisément par ce pouvoir sur le ciel. Alors, il ne fera plus bon pour la sécheresse ni pour la poussière. Il ne fera plus de place pour la soif dans le gosier des plantes. Il n'y aura plus de place au soleil pour l'insolation. Il n'y aura plus de cri-cri sous la paille ardente et plus de niel. Alors personne ne te dira plus des mots étrangers pour limiter tes pas. Tu ne craindras plus de te brûler en touchant la porte de ta propre maison. Tu ne seras plus valet des labours chez un maître qui ne sait pas prononcer ton nom. La terre que tu creuseras ne sera plus inexplicablement stérile, plus inexplicablement fuyante comme une femme de mauvaise vie. Elle ne mentira plus à Pierre ou François. Qu'il pleuve aux signes que font ceux de chez nous sur les collines. Qu'il pleuve, une tempête de pluie, avec la générosité du fer, des gouttes larges à noyer l'amertume ancienne, des gouttes si proches l'une de l'autre qu'on ne puisse distinguer entre elles ces flèches du ciel. Crible, crible, ô pluie aux mains torrentielles, pluie aux doigts de musique, pluie à la bonne odeur de mousse et de mort, crible les champs envahis, dont ton peigne liquide fait couler ton cristal. Dans les sillons bleus où bouillait l'esprit parasitaire des liserons, à pluie, à plein bord dans la coupe des horizons, champagne de mon beau nuage, boisson des jours de fête, chère pluie, à mon visage aussi douce qu'à ma terre, et ne te gêne pas. Si je suis sur ton chemin, tu peux me percer, pluie adorable, pluie aussi tendre que l'amour, que tout un peuple espère, les yeux tournés vers le ciel et tendant alternativement le dos de la main et sa paume pour voir si déjà vient de commencer la bénédiction des larmes. Après la guerre, Aragon aura le courage de perpétuer la mémoire des héros résistants et de réhabiliter ceux que le gouvernement de Pétain aura tenté de discréditer aux yeux des Français. Pourtant, à cette époque, en 1956, bien des membres du gouvernement en place préféreraient que l'on tourne en silence la page de cette période de collaboration. C'est ce poème, L'affiche rouge, qui met à l'honneur ces héros d'origine étrangère, qui ont combattu contre le nazisme pour la libération de la France, et que le gouvernement de collaboration a voulu faire passer pour des criminels aux yeux de la population, les représentant sur une affiche rouge, hirsute et menaçant. L'affiche rouge, bien heureusement, continue de réhabiliter ces héros étrangers, puisque ce poème continue de se dire, de se lire et de se chanter. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants.
11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sur vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Le thème de ce printemps des poètes était le courage. Le courage d'écrire tout court, le courage d'écrire pour donner du courage aux autres, pour se battre, pour résister. Nous avons volontairement ciblé la période de guerre où Aragon, comme d'autres, risquait sa vie en écrivant, ce qui ne donne pas forcément des textes toujours joyeux, bien évidemment. Bravo en tout cas. Alors, un grand merci également à M. Jean-Michel Blanc, qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous accueillir pour inaugurer ce printemps des poètes. L'association bretonne des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, qui ouvre ainsi cette initiative, placée cette année sur le thème du courage, comme vient de le rappeler Christine, espère y avoir dignement contribué avec les écrits de Louis Aragon. Puisse cette occasion vous avoir envie de donner, de lire, de relire ces recueils de poésie, et au-delà, peut-être, de revisiter son œuvre romanesque, ainsi que celle d'Elsa Triolet, première femme à s'être vue décerner le prix Goncourt. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous le souhaitez, on peut peut-être éventuellement répondre à quelques-unes de vos questions.
pas de questions. Richesse ici.